Parti, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve avec Midreshet Yehuda Manitou et avec Georges Spira pour continuer de parler de l'Alliance israélite universelle, l'Alliance universelle israélite. Et on va parler de surprise à. C'est le dernier cours, fin et suite de cette péripétie. Et on retrouvera donc Georges Spira après les fêtes de Pessah. Bechavod, Georges. Merci beaucoup, Johan. Alors, comme d'habitude, un petit carnet de famille avec des événements heureux et des événements malheureux. Alors, malheureusement, on déplore le décès de Gérard Teller, le mari de Sonia, et qui venait régulièrement au cours et qui est décédé la semaine dernière. Donc, nous lui présentons toutes nos condoléances. Ça, c'est pour les pas bonnes nouvelles. Puis il y a des bonnes nouvelles aussi, c'est que notre amie Rivka Bochko a une petite fille et donc on lui souhaite Mazel Tov et puis beaucoup de bonheur pour cette petite fille. Voilà pour le carnet mondain. Donc on va faire un petit résumé et aujourd'hui on terminera la saga de la famille Confino à Ispahan. Je vous ai lu beaucoup d'extraits de lettres de Claire Confino, qui est donc la directrice de l'école de filles. Et elle nous décrit l'intérieur, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, l'intérieur d'une famille persane, et elle décrit également un repas de famille où ils sont invités, on avait vu, on mange par terre, etc. Elle nous a fait aussi une description de la femme persane et de sa coquetterie un peu particulière, qui consiste à se mettre du henné sur les mains et les pieds, et un gros trait noir entre les sourcils. Cette femme persane a en moyenne 14 enfants, dont survivent seulement 2 ou 3 enfants pour des raisons d'hygiène, de maladies, d'épidémies, etc. Dans l'école de filles que va ouvrir Claire Confino, il y aura 2 groupes d'élèves. Il y aura des enfants de 5 à 8 ans et puis des vieilles filles, entre guillemets, qui ont entre 11 et 13 ans, qui n'ont pas encore trouvé de mari, soit parce qu'elles sont trop pauvres, soit parce qu'elles ont un défaut. Ensuite, elle nous décrit aussi dans une lettre les vêtements des hommes et des femmes. Elle nous décrit et elle nous parle surtout du non-rôle social de la femme. Et là, elle se révolte et elle écrit dans la lettre « Je vais détruire ces préjugés, il faut améliorer le sort de ces femmes ». Et Albert, son mari, obtient l'accord du rabbin d'Ispahan de vérifier tout ketouba, tout contrat de mariage avant qu'il ne soit signé. L'idée étant d'empêcher des mariages avec des enfants trop jeunes. Et effectivement, il aura l'accord du rabbin et va essayer progressivement de changer cette tradition. Claire écrit « Il faut former des ménagères qui seront respectés par le mari, ce qui sera d'ailleurs facilité par le passage des garçons à l'école. Il faut faire que les filles ne subissent plus les mauvais traitements qu'ont subis leurs mères. » C'est vraiment une femme qui n'est pas une féministe acharnée, mais c'est une femme qui veut le bonheur de ces jeunes filles et puis sortir de ce confinement et de ces traditions extrêmement négatives. Après, je vous avais raconté que la petite fille de monsieur et madame Confino, Marie Choukroun, était passée à l'école une 50aine d'années après leur passage et le bonheur du gardien de l'école qui lui a montré le portrait du grand-père encore accroché au bureau du directeur. Et puis, on a parlé de la mise en route de l'école. Et comme tout le monde sait, une école, c'est fait pour apprendre. C'est-à-dire que Madame Confino commence par habiller les enfants. C'est tout l'apprentissage. Habiller les enfants et trouver du personnel. Les écoles ouvrent avec 220 garçons et 75 fillettes. C'est déjà un chiffre important. Et dans ces lettres, elle nous parle des difficultés de trouver du personnel. Elle demande des peignes, du savon, des insecticides. Et elle nous apprend aussi qu'avant toute éducation, tout apprentissage, il faut leur apprendre l'hygiène, combattre des siècles de soumission et d'intégration de l'esprit de dhimmi.
ces gens sont totalement abattus, sidérés par des siècles de mépris. Dans une autre lettre, elle nous dit combien les mères sont pleines de bonne volonté, mais il faut agir avec patience et doigté. En octobre 1901, elle nous décrit la concurrence qu'elle subit de la part des écoles protestantes qui sont dirigées par un monsieur qui s'appelle monsieur Garland. Elle appelle ça les écoles congréganistes qui leur font une concurrence terrible. Mais elle reçoit un don de Paris qui lui permet d'acheter 50 robes pour les fillettes, mais malheureusement pas de chaussures et pas de chaussettes alors que l'hiver est à la porte et l'hiver est glacial à Ispahan. Début 1902, elle ouvre un atelier de tricot et de couture. On reviendra là-dessus très largement tout à l'heure. Et se plaint toujours des problèmes de personnel. Un petit peu avant décembre, elle a reçu un autre don qui lui permet de nourrir les enfants et elle écrit dans sa lettre « Vous n'avez pas idée de leur bonheur d'être nourris ». Ce sont des enfants qui étaient nourris d'un morceau de pain sec et de 2 gousses d'ail et voilà qu'on leur donne à manger correctement au moins une fois par jour. Et c'est un véritable bonheur et elle le souligne. Fin 1902, donc une bonne année après l'ouverture des écoles, nous avons réussi à arracher 68 fillettes aux écoles protestantes. Et c'est un exploit parce que les écoles protestantes les couvrent de cadeaux, d'aide, d'argent, de médicaments, de soins de toutes sortes, et elles réussissent à arracher ces fillettes à l'école protestante. Dans une autre lettre, Claire se plaint des rabbins qui ne font pas leur travail. Et en réalité, nous avons vu que Claire, beaucoup plus qu'enseigner, apprend à ses enfants la vie, la morale et la confiance en soi. Et puis elle nous parle très largement de cette lutte contre les congréganistes qui lui ont fait beaucoup de tort. Et beaucoup de lettres de Claire parlent de ce sujet, sachant notamment que les premières écoles congréganistes ont ouvert en 1869, donc une trentaine d'années auparavant. Et donc elles sont largement implantées, ont des gros moyens et leur projet est uniquement la conversion des enfants au protestantisme. Il y a un juif renégat qui a quitté le judaïsme et qui s'est converti, qui s'appelle Dartashti, qui a fait énormément de tort aux écoles de l'Alliance et finalement le directeur, M. Confino, obtient son expulsion d'Ispahan, ce qui calmera un petit peu l'ambiance. Et par ailleurs, Albert Confino obtient une lettre de soutien du Chacham Bashi de toute la région, qui est le grand rabbin de Bagdad, et qui demande aux Juifs d'Ispahan de ne pas entrer en contact à aucun prix avec les protestants. Alors évidemment, les protestants vont protester, c'est leur métier, mais cette lettre est passée et effectivement, progressivement, ces écoles vont se réduire. Les matières enseignées à l'école, c'est la lecture, l'écriture, la leçon de choses, ça rappelle des bons souvenirs à certains d'entre nous, l'histoire sainte, l'hébreu, un peu d'histoire naturelle, la géographie et l'économie domestique. Voilà. Et puis Claire nous écrit, elle écrit une lettre qui est absolument stupéfiante. On est quand même en 1901, 1902, tout début du siècle, et elle s'en prend très vertement, pas vertement, avec beaucoup de délicatesse, au comité central à Paris, où elle écrit « L'enseignement de date et de théorie servent uniquement de preuve de notre activité. En filigrane, ça ne fait que flatter votre ego à vous à Paris. Mais ce n'est pas le problème ici. Le problème n'est pas d'apprendre des dates et des théories. Elles doivent savoir l'hygiène, la morale, et surtout, coudre, couper, raccommoder, ce qui leur sera un bagage pour la vie. On sort complètement de l'enseignement traditionnel d'une école pour une espèce d'enseignement pratique, concret. Et puis dans une autre lettre, elle nous explique comment elle est obligée d'enseigner aux maîtres à enseigner. Elle leur apprend comment enseigner. Il manque de pédagogie, il manque de savoir-faire. On va voir des épisodes. Fin 1904, elle est très contente, des enseignantes ont remplacé les rabbins pour l'enseignement de l'hébreu
Et maintenant, les enfants apprennent vraiment à tel point que les papas sont très fiers de leur fillette et leur font lire la paracha Shabbat à la maison. Il faut aussi apprendre quelques mots de persan. Et là, le comité central s'y oppose, mais finalement, elles apprendront un peu de persan quand même parce que les professeurs de couture ne parlent que le persan. Et donc, les gamines apprendront les rudiments nécessaires pour leur vie. Et puis, Claire organise des exercices pratiques qu'elle surveille elle-même. Balayer la classe, ça vous semble banal, mais on ne savait pas ce que ça voulait dire, balayer. Balayer la classe, nettoyer les bancs, les chaises, faire la lessive, tout ça sous la direction de Claire Confino. En juin 1904, il y a 207 élèves à l'école de l'Alliance à Ispahan. On en était là, et je vais continuer maintenant en vous parlant des relations des directeurs avec les parents. Parce que pour avoir les enfants à l'école, il faut bien avoir les parents d'abord qui soient d'accord. Et ce n'est pas facile du tout. Il faut tout construire, il faut se faire comprendre. Or, il faut aussi faire comprendre la nécessité d'une présence régulière à l'école, la nécessité de la propreté. Et Claire écrit, les 6 premiers mois ont été difficiles. Il a fallu lutter contre l'indifférence des parents, leur mauvaise volonté. Ils sont très dubitatifs sur l'intérêt de l'hygiène. Et ils sont convaincus, écoutez ça, c'est très très grave, ils sont convaincus d'être éternellement condamnés à cette misère absolue, à cette vie misérable. C'est le lot des Juifs, c'est tout à fait normal. Et donc, ils découragent leurs enfants d'essayer de sortir de cette situation. Donc, il y a un énorme travail d'éducation des parents à faire. Et comment parler avec les parents? Claire ne parle pas le judéo-persan. Donc, c'est compliqué. Il faut un interprète, il faut une interface. Pas très simple, mais elle va y parvenir, elle va y réussir. Simplement, ce sera un processus assez long. Et elle écrit, c'est par les mères que j'ai eu quelques bons résultats. J'ai dû gagner la confiance des mères et prouver qu'on peut être une bonne juive religieuse, bien que je sois propre, habillée différemment et le visage découvert, et que tout ceci ne m'empêche absolument pas d'être une bonne juive. Après 3 mois, c'est relativement court comme délai, les enfants viennent coiffer et laver à l'école. C'est une maîtresse qui est chargée de surveiller ce travail. Elle inspecte chaque enfant et les fillettes les plus méritantes, ce sont les plus propres, reçoivent un peigne et un morceau de savon comme récompense. C'est incroyable dans quel monde on est, et on est au début du XXe siècle. Les parents comprennent enfin le rôle éducateur de l'école. Et Claire continue dans une autre lettre. Les mères sont pleines de bonne volonté et prêtes à rompre les anciennes habitudes. Mais elles sont totalement ignorantes et elles comprennent une seule chose, c'est la valeur des avis de l'école. Et du coup, elles respectent chaque observation que nous leur faisons. Plusieurs mères sont plus propres maintenant et s'occupent de leurs enfants. Mais il faut être prudent, il ne faut pas heurter les coutumes, pas heurter les traditions. Mais le premier pas est fait, nous réussirons avec de la patience. Tous sont sur la voie du progrès. Et puis elle continue dans cette lettre en disant « Elles me font tellement confiance, ces mères ignorantes, que je dois avoir réponse à tout. » Et vous allez voir, c'est franchement pas le rôle d'une enseignante. Alors, réponse à tout, c'est le cas d'un bébé qui est malade, la demande d'un collyre pour les yeux, une autre maman se plaint de la brutalité de son mari, une autre demande l'avis de la directrice sur le choix de sa belle-fille, une autre veut une recommandation pour pouvoir vendre des marchandises à l'intérieur du Enderum. Le Enderum, c'est le harem du sultan. Et on fait de notre mieux, elle écrit. Chaque visite est pour nous l'occasion de transmettre des conseils domestiques et des conseils d'hygiène. Je parle aussi souvent des mariages précoces,
qu'elle pense être un devoir religieux. Alors là, l'histoire du mariage précoce, c'est important. Parce qu'on marie très tôt les jeunes filles pour 3 raisons. La première, c'est que ça apparaît dans le milieu juif d'Ispahan comme un devoir religieux. Bien. La deuxième raison, c'est pour les soustraire à un kidnapping par des musulmans et une conversion de force à l'islam. La troisième raison, c'est qu'une petite fillette qui est mariée, c'est une bouche de moins à nourrir. Et donc, ça aide à la vie de la famille. Et c'est là-dessus que Claire Confino va travailler. Les mères, après force discussion, comprennent, pensent que cette habitude va disparaître grâce à l'éducation. Ainsi, les filles gagneront leur vie et pourront aider les parents. Et voilà une objection qui tombe. Si elles peuvent aider les parents, on n'a plus aucun intérêt à les voir mariées tôt et jeunes. Donc, elle va jouer là-dessus, sur la capacité de ces fillettes de gagner leur vie. À présent, après une bonne année, les fillettes ne se marient pas avant l'âge de 13 ans. C'est un grand progrès. Et d'ailleurs, plusieurs ont rompu leur fiançailles pour pouvoir continuer à venir à l'école. C'est amusant. Un vrai bienfait de l'Alliance israélite universelle, écrit-elle dans sa lettre. Alors Claire fait des rapports sur les problèmes quotidiens, les réalisations, etc. Mais au bout d'une année, son mari, Albert, fait un rapport complet à Paris sur ce qui a été réalisé au cours de la première année. Mais je ne vais pas vous lire ce rapport, je vous lirai un autre rapport tout à l'heure. Alors, on aborde maintenant une autre innovation de Claire Confino, c'est les ateliers de travaux manuels. Ça, c'est un grand chapitre. Et voilà, nous avons déjà vu l'habillement, que les petites filles s'habillaient avec une chemise ouverte et puis une jupe courte, et quand elles sortaient dans la rue, elles mettaient un tchador. Il faut les habiller, et donc il faut coudre. Ce n'est pas tellement le rôle d'une école primaire. Alors Claire demande à Paris qu'on lui envoie une machine à coudre. Machine à coudre au début du XXe siècle, c'est quelque chose de très courant. Il y a une grande famille juive qui s'appelle la famille Singer, que vous connaissez tous, et qui a fabriqué des milliers de machines à coudre Singer, que beaucoup d'entre vous ont connu. Quelle est la réponse, à votre avis, du comité central à Paris? Aucun intérêt à ça, vous n'avez qu'à leur apprendre à coudre à la main. Elles n'ont qu'à coudre leur robe à la main. Et là, on touche du doigt quelque chose d'intéressant. J'y reviendrai encore, parce que c'est vraiment la raison d'être de cette série de 3 cours sur Ispahan. C'est que le comité central à Paris, ce sont des gens pleins de bonne volonté. Personne ne peut le contester. Ils s'engagent, ils s'investissent pour aider les Juifs en diaspora. C'est certain, et on ne peut rien leur reprocher sur ce plan-là. Mais ils sont complètement déconnectés de la réalité. Or, ce que je vous raconte là, c'est la petite histoire. Mais ce couple, c'est au quotidien qu'ils ont des difficultés. C'est au quotidien qu'il faut qu'ils se battent pour de la propreté, pour des vêtements, pour ceci, pour des professeurs. À Paris, on ignore, on est loin de tout ça. On a une idée générale extrêmement généreuse, extrêmement intéressante, mais complètement déconnectée de la réalité. L'idée en soi, elle est réalisable. La preuve d'ailleurs, c'est qu'ils vont réaliser et réussir, mais ils se préoccupent très peu des difficultés que ça engendre pour les professeurs qu'ils envoient sur place. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous allons revoir encore tout à l'heure, encore une fois. Donc voilà, pas de machine à coudre. Donc on va coudre à la main. Mais impossible de trouver des maîtresses de couture. Alors Claire, obéissant à Paris, demande tout simplement à sa mère de donner les cours de couture. Sa mère, elle n'est pas engagée par l'Alliance israélite. C'est clairement du bénévolat. Elle passera ses journées à enseigner la couture à ses fillettes. Les musulmanes, elles, sont habiles en couture, en broderie, pardon. Mais pour le moment, l'urgence, ce n'est pas le broder, c'est de couper et de coudre les vêtements. Et pour avoir l'adhésion des mères qui refusent, ce n'est pas un travail pour une fille, coudre, on n'a jamais appris ça chez nous. Les mères ne savent pas coudre, elles ne savent même pas raccommoder. Elles refusent.
Alors, l'argument pour les convaincre de laisser leur fillette apprendre, c'est que ces vêtements seront gratuits. Pour vous donner le niveau de misère quand même. Alors, les vêtements gratuits, ça emporte l'adhésion des parents. Et pour les fillettes, porter une tenue qu'elles ont réalisée elles-mêmes, évidemment, ça emporte complètement leur adhésion. On a tous ce sentiment, vous le connaissez tous, la fierté de ce qu'on a fait de ses 10 doigts, que ce soit un gâteau, que ce soit une construction en bois ou que ce soit un bricolage quelconque, on est fier de ce qu'on a réalisé. Ben, ces fillettes aussi, elles ont fait leurs robes et par conséquent, elles sont très fières de les porter. Et Claire écrit, couture, raccommodage, tapisserie sont pour nous essentiels car ils assurent l'avenir de ces fillettes. Et certaines élèves sont tellement conscientes de ça qu'elles restent après les cours. Elles continuent à coudre encore 2-3 heures après les cours à l'école. Au début de la 2e année, les élèves les plus doués arrivent même à vendre quelques-uns de leurs ouvrages. Et ça donne un petit peu d'argent à l'école pour acheter de la mercerie. On est vraiment dans les petits sous, mais les petits sous qui vont avoir des grands effets. Vraiment. Début 1903, alors ça c'est un autre épisode qui est vraiment pas marrant, Claire embauche 2 maîtresses de couture musulmanes. Là-dessus, la police des mœurs fait une descente dans le quartier juif, dans l'école, et il y a plein de péripéties. Il y a même le consul de Russie qui intervient pour autoriser ces femmes à enseigner. Rien n'y fait. Elles sont arrêtées, elles sont menacées, et finalement, elles renoncent à enseigner la couture. Ça, c'est rien quand je vous le raconte comme ça. Maintenant, imaginez-vous cette femme qui mise tout sur cet enseignement pour tirer les fillettes de leur misère et qui voit son monde s'écrouler. Il n'y a rien à faire, il faut que ça continue. Il faut que cet enseignement continue. Et elle va se battre pour ça. Les cours de couture, écrites, elles doivent continuer et le problème de l'enseignement reste entier. Alors finalement, elle réussit à engager une Arménienne qui est nourrie et logée pour donner des cours de couture. Et dans une lettre, elle montre sa fierté de pouvoir se passer de Paris et de leur aide. Il lui suffit de fil et d'aiguilles et nos fillettes vont apprendre à coudre. Et les Arméniennes sont très douées pour la couture. Même si elles cousent de façon empirique, elles n'utilisent pas même un mètre pour prendre des mesures. Mais les fillettes apprennent à coudre. Et le travail est d'une qualité telle qu'il y a une demande qui vient de l'extérieur. Et donc, on gagne un peu d'argent pour s'acheter des fournitures. Et on arrive même à donner un tout petit salaire aux élèves. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un encouragement. L'atelier compte 10 couturières qui confectionnent des vêtements pour les enfants pauvres. Les élèves travaillent beaucoup. Les mères, en étant totalement incapables, donnent leur linge à l'école pour le raccommodage. Elles ne savent rien faire, les mères. Rien, elles n'ont rien appris. C'est assez étonnant d'ailleurs. Dans le monde arabe, les femmes étaient très manuelles, étaient très douées dans les travaux manuels. Ben non, là, rien du tout. Rien. Donc, elles confient le linge à l'atelier de l'école pour le raccommodage. Et on fait de la couture pour tout le monde et gratuitement. Et notamment, un des résultats est que les fillettes s'habillent à l'européenne. Ça, c'est une fracture dans les traditions perses, et c'est une bonne fracture en l'occurrence, puisque ça va les permettre de sortir de là. En plus de ça, elles réalisent 360 vêtements la première année pour les enfants pauvres. Et Claire écrit, les élèves de cet atelier méritent d'être encouragés. Elles travaillent beaucoup sans aucune rétribution. Réaction de Paris, électroencéphalogramme plat. Ça ne leur parle pas. Ça ne leur parle pas du tout. Alors, elles demandent l'autorisation de créer un atelier de fabrication de gives. Qu'est-ce que c'est que les gives? G-H-I-V-E-S. Eh bien, les gives, c'est une espèce de chausson en lin et coton ou en velours brodé qu'on ne fabrique qu'à Ispahan et qui sont vendus cher dans tout l'Iran. Et donc, elle veut créer cet atelier et c'est très rémunérateur
Et écrit-elle, ça permettrait à une vingtaine de fillettes de gagner leur vie dès leur sortie de l'école. L'atelier attire beaucoup d'élèves, ça marche, cette histoire-là. Et à la rentrée 1903-1904, le succès est complètement assuré. Et Claire écrit, 3 ateliers fonctionnent, un atelier de couture, un atelier de broderie et un atelier de givès. En tout, nous avons 50 fillettes ouvrières, assidues, laborieuses, et la vente des chaussures a produit cette année 52 khams, de l'unité de monnaie de l'époque. Les élèves qui ont appris à fabriquer ces chaussons sont très habiles et quelques-unes se sont même mises à leur compte. Elles ont pris leur envol. Ce sont d'habiles brodeuses, les couturières sont d'habiles couturières, elles reçoivent du travail de l'extérieur et gagnent un peu d'argent pour elles. Claire envoie une paire de givès et un parochet brodé à Paris pour montrer ce que ces fillettes réussissent à faire. C'est un petit peu un clin d'œil moqueur à l'égard du comité central et c'est très bien comme ça. 1904-1905, 60 élèves ont appris la broderie et il faut aussi dire que la clientèle elle est là parce que tout ce qu'on porte à Ispahan est brodé. Donc il y a de la demande. Il n'y a pas de problème pour trouver du travail, il y a des débouchés et donc c'est une formation professionnelle qui a un véritable intérêt pour le futur de ses enfants. Le rêve de Claire se réalise effectivement. Les enfants savent lire, écrire, compter, lire en hébreu, traduire la paracha et sont capables de se subvenir à elles-mêmes. C'est pas mal comme résultat en 2-3 ans. Je reviens un petit peu en arrière. En 1902, elle a voulu créer un atelier de tapis, mais là, elle n'a pas eu l'accord de Paris. Par contre, en 1904, elle veut créer un atelier de chalès. Chalès, ce sont des turbans brodés, évidemment. C'est aussi une spécialité d'Ispahan qui est vendue dans tout l'Iran. Et pour créer cet atelier, il faut qu'elle ait les débouchés. Elle a réussi à négocier un accord avec un négociant pour avoir les commandes. Mais ce brave négociant se dédie sous la pression des mollahs. Ils sont omniprésents là où ils peuvent empoisonner la vie des Juifs. Le mollah en chef, qui s'appelle Agar Nadjafi, inutile de retenir son nom, menace ce brave commerçant pour ces turbans impurs. Évidemment, ils ont été touchés par des Juifs. Mais Claire écrit « J'espérais rompre avec des préjugés séculaires. Nous y arriverons, mais il faudra beaucoup de temps. » Et effectivement, on voit aujourd'hui qu'on n'y est pas encore. Et nous sommes 120 ans plus tard. Les élèves sont autorisés à emmener du travail à la maison et les bénéfices sont partagés, moitié pour l'école, moitié pour l'élève. Mais ça aussi, c'est un surcroît de travail pour Claire parce qu'il faut faire la comptabilité. Ce n'est pas son métier quand même, mais il faut qu'elle tienne les comptes. Alors, voilà pour les ateliers de couture et de broderie. Maintenant, voyons voir l'habillement de ces enfants. On a déjà vu, avant l'arrivée du couple Confino, les fillettes portaient une jupe courte, une chemise ouverte, un tchador dans la rue et un chiffon sale sur les cheveux. À présent, elles portent des robes longues, bien coupées, à l'exception des élèves qui sont mariés, il n'y en a qu'une dizaine, qui portent, elles, toujours le charget. Le charget, c'est un voile de coton. Quant en ce qui concerne les garçons, alors là, c'est beaucoup plus radical. Les garçons vont nu-pieds et tête nue et portent pour tout vêtement une chemise de toile. Malheureusement, cette chemise de toile ne grandit pas avec le garçonnet et cette chemise finit par dévoiler ce qu'elle était censée cacher. Voilà la situation à l'arrivée du couple Confino. Et donc, avant l'ouverture même de l'école, Claire s'attaque à ce problème et c'est ainsi d'ailleurs qu'a commencé l'atelier de couture pour les filles. Ça, vous l'aviez compris. Mais pour les garçons, c'est un peu plus compliqué parce qu'on va leur confectionner des vêtements de toile et là, pour que ce soit costaud comme couture, il faut vraiment une machine à coudre. Eh bien, elle se passera de l'accord du comité central de Paris et achètera une machine à coudre pour coudre des vêtements de toile pour les petits garçons.
Alors, il y a une concurrence là avec les congréganistes parce qu'eux leur fournissent un costume en laine. Et Claire lutte pied à pied avec les protestants. Et finalement, c'est la fierté d'avoir confectionné leurs vêtements qui déterminera les parents à sortir leurs enfants des écoles protestantes pour les mettre à l'école juive. Vous voyez par où ça passe, la récupération de ces enfants, par quelque chose de tellement banal, de tellement pas grand-chose, et qui sauve des vies, littéralement qui sauve des vies. Et puis en plus, pour la récupération des filles, elles mangent sur place, gagnent un tout petit peu d'argent et surtout ne traînent plus dans la rue. C'est un résultat tout à fait inespéré qui convainc les parents d'envoyer les enfants. En 1903 sont sortis des ateliers 300 costumes, dont 250 pour des enfants pauvres, et 125 robes, plus celles qui étaient destinées aux élèves. Claire écrit « J'ai prié mon mari de prélever 30 francs sur les 500 francs de monsieur le baron de Rothschild pour la fourniture de laine pour des bas pour les fillettes qu'elles tricoteront en classe. L'hiver est glacial à Ispahan, il faut bien vêtir ses enfants. » Voilà. Une autre lettre. On peut coudre les robes à la main, mais pas les costumes de garçons. Je reviens à l'histoire de la machine à coudre. Aussi, j'ai acheté une machine à coudre et l'ouvrage sera plus solide. Et elle écrit également, il faudrait consacrer la moitié de l'école à l'apprentissage tellement la demande est forte. C'était une œuvre indispensable à Ispahan. Les meilleurs apprentis nous ont quittés et se font de bonnes journées. Donc vraiment un vrai résultat. Quant aux problèmes de personnel, ils sont permanents. Claire se plaint de son extrême fatigue. Elle ne peut plus assumer toutes les obligations qu'elle a en sus de l'enseignement. Elle est obsédée par les problèmes de personnel dans toutes ses lettres. Et en plus de ça, elle ne parle pas de ses problèmes domestiques et personnels. Et sa réserve lui interdit même de dire, de révéler à Paris qu'elle est enceinte d'un deuxième enfant. L'aîné Eliezer, qui est né à Bakou, vous vous en souvenez, n'a pas 2 ans encore. Claire écrit « Je remplis les tâches de directrice, adjointe, monitrice, rabbin, couturière. Le personnel me donne plus de travail qu'il ne m'aide. En même temps, je surveille l'atelier, les classes, la cuisine. Je vérifie le travail de chacun et contrôle tout par moi-même. Je sens qu'il me sera impossible de supporter plus longtemps toute cette tâche. Or, ce n'est pas quelqu'un qui se plaint facilement. » Donc voilà comment elle termine sa lettre. Elle doit former les maîtresses, leur enseigner la pédagogie, la psychologie, se faire obéir sans être trop autoritaire. Et elle écrit « J'ai réussi à former 2 enseignantes. Au début, elles ne savaient pas ce qu'est une classe. Au lieu de cours, elles bavardaient avec les élèves, riaient et se disputaient parfois avec elles. J'ai dû faire classe moi-même pour leur montrer comment enseigner. » Mais malgré toutes les difficultés, les enseignantes musulmanes sont dévouées. Par contre, les profs d'hébreu ne sont vraiment pas pédagogues. Mais ils essayent quand même de suivre les instructions qu'on leur donne. Tout progresse lentement, mais progresse. Et début 1904, il y a 267 élèves. C'est un chiffre important. Faute de place, on ne peut pas en accepter plus. Et je note également, il y a très peu d'absentéisme. Et là-dessus, Claire Confino demande à Paris qu'on lui envoie une collaboratrice. Elle est entendue à Paris et cette aide, elle arrive début 1904. C'est une jeune femme qui manque totalement d'initiative et 6 mois après, en juillet 1904, elle est obligée d'écrire pour se plaindre de sa collaboratrice. En effet, et son comportement privé et son travail laissent à désirer. On jase dans la communauté et le propriétaire veut l'expulser parce que moins d'1 mois après son arrivée, elle recevait régulièrement un homme dans son appartement. On est en 1903. C'est des choses qui ne se font pas. En français, on dit « es passe sich nicht ». Ça ne se convient pas. Alors, il y a de telles pressions qu'elle finit par se fiancer. Mais à peine fiancée, elle déménage et elle s'installe chez son fiancé. Ça passe pas bien, je peux vous dire, ça passe pas bien à l'époque. Ça passe même pas bien en France, mais Karl Vachomer, pas en Perse.
Alors, Claire, elle n'aime pas raconter et divulguer ces histoires-là, mais il y a quand même des faits graves qui se passent. Cette demoiselle fait gentiment ses 6 heures d'enseignement sans aucun intérêt, ni pour l'enseignement, ni pour l'œuvre de l'Alliance israélite. Elle n'a aucune aide avec elle. Ça ne peut plus continuer. Et pour le comité central, il faut bien comprendre, ça c'est vécu au quotidien, c'est tous les jours. Elle se heurte à cette jeune femme qui ne fout rien. Pour le comité central, c'est des broutilles, c'est des pleurnicheries de professeurs, c'est des jalousies mal placées. Ils ne sont pas du tout au fait, ils ne sont pas du tout en phase avec ce qui se passe. Et ils ne veulent pas se mêler de cette histoire-là. Alors, pour Claire, ça entrave la bonne marche de l'école, elle est à cran et elle n'en peut plus et elle demande sa mutation. 1904. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle a peur pour le gosse qu'elle attend, pour l'enfant qu'elle porte. Elle est épuisée physiquement, psychologiquement, nerveusement. Début 1905, les problèmes d'enseignants, le problème des enseignants est de nouveau mentionné dans chaque lettre. Ils manquent d'idéal, ils sont très souvent absents. Claire reste le soir 2-3 heures de plus à l'école pour compenser ce qui n'a pas été fait, pour motiver et diriger le personnel. Les nouvelles recrues qui arrivent de Paris arrivent avec des aspirations à la liberté. Oula, on est en train de changer d'époque là. On est en train de changer d'époque. Et Claire est de l'ancienne génération. On voit des jeunes filles qui s'émancipent. Hein. Les idées évoluent en France. Et Claire a beaucoup de mal avec ça. Elle a beaucoup de mal à maintenir ces jeunes femmes dans le chemin de la morale. Elle a une conception du respect, du travail, du dévouement qui n'est pas du tout celui de ces jeunes filles. On arrive là à un changement de génération. C'est des choses qu'on voit se reproduire de génération en génération. C'est assez intéressant, elle le mentionne. Arrive un drame. Vraiment. Claire est toujours très discrète dans ses lettres sur sa vie privée. Mais là, elle se sent obligée d'écrire à Paris. Pâques 1902, donc vers le mois de mars-avril. Elle met au monde un bébé qui décède à l'âge de 2 jours. C'est quelque chose de courant à l'époque. C'est un drame pour elle, mais ce n'est pas un drame insurmontable. C'est quelque chose qui est très, très fréquent, la mort précoce d'un nourrisson. Mais le 27 juillet 1902, son aîné, qui est né à Bakou, Eliezer, tombe gravement malade. Alors, elle quitte son quartier, qui est sale, qui est malsain, où il y a beaucoup d'épidémies, et il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de pharmacie, et elle s'installe dans un quartier plus salubre. Dans le quartier juif, il y a de la dysenterie aussi. Son mari assure les cours de Claire chez les jeunes filles. Et elle retourne quelque temps plus tard à Ispahan avant la guérison totale de ce petit. Le 8 septembre 1902, Eliezer fait une rechute. Le docteur est très inquiet et il dit qu'il faut absolument quitter le quartier juif qui est contaminé. Alors elle s'installe dans le quartier musulman qui est plus propre, qui est plus soigné et confie son enfant à sa mère et quotidiennement, elle fait le trajet pour l'école pour assurer son enseignement. Le 22 octobre 1902, elle écrit « Nous venons de perdre notre deuxième enfant en l'espace de 6 mois. Il avait 21 mois, nous avons vécu 5 mois d'inquiétude constante. » Et suit là-dessus une lettre absolument déchirante sur évidemment, c'est un effondrement. Le deuxième gosse en 6 mois, c'est terrible, terrible. Elle rend le monde responsable, et surtout les protestants. Elle est aveuglée de douleur, on peut comprendre. Un gosse de 2 ans, ce n'est pas si simple que ça. Le 3 janvier 1903, elle écrit « Je vous remercie de votre part à ma douleur. Votre lettre vient secouer ma faiblesse. » Enfin, on croit rêver quand on entend ça. Là, une femme qui vient de perdre 2 enfants, elle s'accuse d'être faible. Je n'avais plus le courage de travailler bien. Grâce à vous, je me sens la force de réagir contre moi-même. J'espère que mes occupations m'apporteront, sinon l'oubli, au moins le calme. Je vous serai toujours reconnaissante. On croit rêver quand on entend cette lettre. Elle a une femme qui a eu un double deuil,
et qui remercie une lettre de soutien qu'elle a reçue du comité central. Et remercie de façon éperdue. 5 ans plus tard, les Confino auront quitté la Perse et M. Albert Confino fait une tournée d'inspection dans le pays. Et à Ispahan, tout lui revient. Et il écrit « 5 années qui ont marqué notre vie, toutes ces souffrances, les luttes contre les congréganistes, regardez comment c'est important dans leur quotidien, contre les prêtres, l'hostilité des musulmans et surtout la perte de nos 2 enfants et la maladie de ma femme. Au cimetière, qui n'a pas de pierre tombale et qui n'a pas d'enceinte, j'avais fait mettre des pierres tombales sur les tombes de mes enfants et j'ai constaté qu'on a essayé sans y parvenir de les voler. La perte des 2 enfants a vraiment ruiné la santé physique et nerveuse de Claire. Elle se jette dans le travail, mais ça l'épuise évidemment. Et le couple pense qu'un autre enfant pourrait leur redonner courage. Et fin 1903, arrive un petit bonhomme qui s'appelle Albert. Et du courage quand même, tout de suite recommencer après. Et voilà. En 1904, Claire travaille toujours beaucoup, la situation est plus stable, les écoles protestantes n'existent pratiquement plus, il y a 208 élèves à l'école des filles. Et le 18 janvier 1904, Claire écrit pour appuyer la demande de mutation de son mari. Elle écrit « Accéder, nous voulons quitter en mai. Ce n'est pas la directrice, mais la mère éplorée qui s'adresse à vous. Je suis faible, mais ma santé, j'en fais volontiers sacrifice. L'existence de mon enfant est en jeu. Le médecin dit que les fortes chaleurs de l'été lui seront funestes. Monsieur le Président, je vous en prie, sauvez notre enfant. » C'est incroyable. Une telle confiance à Paris. On demande au président de sauver leur enfant. Aujourd'hui, on claquerait la porte et on irait voir ailleurs ce qui se passe. Je ne veux pas être éprouvé une 3e fois. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qu'elle écrit. Les mois passent, il n'y a pas de mutation. Et puis on apprend, par une lettre du 18 septembre 1904, qu'ils vont être mutés. Albert écrit une lettre avec le bilan de l'année et le point complet sur son action et celle de son épouse pendant leurs années de présence à Ispahan. C'est une longue lettre, mais je ne vais pas vous la lire, celle-là, non plus. Claire, elle, prépare et assume encore la rentrée de 1904-1905. Et dans une lettre, elle nous en donne tous les détails. Mais je vais vous lire autre chose. Albert fait le bilan de ses 5 années de présence à Ispahan. Le plus bel hommage qu'il leur est rendu vient d'un journaliste. Et c'est pour ça que je n'ai pas lu les lettres de Claire ou d'Albert. Un journaliste du Temps qui est en reportage en Perse et qui leur demande le droit de visiter les écoles. Et cet article est écrit par quelqu'un qui est totalement étranger à l'Alliance israélite et il paraît le 26 décembre 1904 dans un journal qui s'appelle Le Temps. Je vous en donne lecture. C'est un petit peu long, je vais essayer d'abréger autant que possible. La lointaine Ispahan, presque sans communication avec le monde occidental, est restée assez fanatique. Les Juifs sont restés au dernier degré d'avilissement. La plupart des métiers leur sont interdits. Il n'y a aucune justice pour eux. Jusqu'à ces 5 dernières années, l'instruction n'existait pas. Mais l'Alliance israélite universelle y a créé la première école. Je reviens de ma visite et voici ce que j'y ai vu. Nous y allons avec le chargé d'affaires de Russie, car il n'y a point de consul de France. Nous traversons les bazars et nous nous trouvons enfin dans le quartier israélite. Les rues sont encore plus étroites que dans les autres quartiers d'Ispahan. L'école est cachée, comme toute habitation en Perse, derrière des murs sans ouverture vers le dehors. Lorsqu'on a franchi la porte,
on trouve une série de bâtiments d'un étage seulement, groupés irrégulièrement autour de 3 ou 4 cours. L'école d'Ispahan couvre ainsi un terrain considérable et bien qu'elle n'ait que 3 ans, elle compte déjà 350 garçons, 250 filles. Accompagnés par les directeurs, M. Confino et son épouse, qui ont fait leurs études à Paris, nous parcourons les classes. Je vois des petites filles de 8 ans qui nous récitent des fables de La Fontaine. D'autres plus âgées font de l'histoire, de l'arithmétique. Je leur pose quelques questions. Elles se lèvent pour me répondre avec un étrange accent guttural. Quelques classes sont consacrées à la couture et à la broderie. Je vois de jeunes enfants faire de beaux givets, les fameux chaussons. Les garçons que nous visitons ensuite ont les cheveux rasés de près. Leurs yeux brillent. Ils n'ont rien du type juif que nous connaissons en Europe. Ils savent ce qu'est la Révolution française et que c'est elle qui a émancipé les Juifs et que de France, le mouvement a gagné tous les autres pays d'Europe. La France est pour eux le pays sauveur. Lorsque je demande à un ou deux qui me paraissent les plus intelligents que voudrais-tu faire plus tard, ils m'ont répondu « Je voudrais étudier à Paris pour être professeur ». Nous entrons ensuite dans des ateliers où l'on apprend à ces pauvres enfants un métier qui leur permette de gagner leur vie plus tard. Jusqu'ici, aucun musulman n'aurait consenti à prendre un juif comme apprenti. Les mollahs, au début, avaient interdit aux musulmans d'entrer dans le quartier juif. Mais après les efforts acharnés du directeur, les ateliers purent enfin s'organiser. Certains apprentis, là il parle des garçons, travaillent le fer, d'autres sont dans un atelier d'ébénisterie où ils font des meubles en marqueterie d'un travail très soigné. Ainsi se forment des générations de jeunes Israélites qui pourront exercer honorablement des métiers honorables. La misère de ces jeunes enfants est si grande que l'école est obligée de les nourrir et souvent de les vêtir. Les fonds sont fournis par l'Alliance israélite, la communauté juive d'Ispahan étant trop pauvre pour apporter sa contribution. Dans la bibliothèque, je trouve les meilleurs auteurs. On prête les livres et nos grands écrivains enchantent les soirées des petits Israélites d'une Ispahan ruinée. Partout, je suis émerveillé de la propreté des classes et des élèves, du ton qui règne entre les élèves et les professeurs, de l'excellente direction donnée à l'ensemble par M. et Mme Confino, représentants de l'Alliance. Nous reposons, alors après, c'est la réception à la maison. On ne peut qu'admirer et encourager l'œuvre entreprise en Perse par l'Alliance israélite. Chaque année, quelques milliers d'enfants sortent de l'école ayant reçu une instruction infiniment supérieure à celle des petits persans. Ils savent un métier, apprennent à travailler, à penser, à se respecter eux-mêmes. Non seulement la population juive, mais peu à peu les musulmans bénéficieront de l'effort tenté par l'Alliance israélite. Enfin, on voit ce qui peut revenir de prestige à notre pays, du fait que ce sont des Français qui dirigent ces écoles, que l'instruction y est donnée dans notre langue et qu'ainsi c'est un peu de notre civilisation et de notre pensée qui pénètre dans le monde fermé qu'est la Perse. C'est quand même un bel hommage par quelqu'un de totalement étranger à ce réseau scolaire, pas juif en plus, et qui visite ces écoles. Voilà. Alors, je continue. En mai 1905, arrive enfin l'ordre de mutation. Mais c'est un couple fatigué, vieilli, qui quitte Ispahan, qui a beaucoup donné et qui est vraiment épuisé. Voilà ce qui est écrit clair. Lorsque vous nous avez envoyés à Ispahan, nous avions, et vous le savez, de bonnes raisons de refuser. Pourtant, nous n'avons fait aucune objection. Nous avons déblayé le terrain et suit l'énumération de leur travail. Juste avant qu'ils ne partent, le Sultan, qui est le fils du Shah d'Iran, rend visite au quartier juif. Et il avoue, après avoir tout visité, qu'il ne s'attendait pas à voir ces fillettes qu'il voyait habituellement mendier dans le bazar de Téhéran ou d'Ispahan en l'occurrence, en guenilles, travailler avec soin
et habileté. Et il nous a chaudement félicités. Et là-dessus, Claire envoie un bilan de leur travail à Ispahan. Et ça, je vais vous le lire. On arrive bientôt au bout. Donc, on fait le bilan de ces 4 années. Après, on tirera les conclusions de tout ça. Depuis l'ouverture de nos écoles, notre population scolaire a toujours été en augmentant. En 1901, année de la fondation, le nombre des fillettes était de 75. En 1902, 173. En 1903, 208. Et actuellement, nous avons atteint le chiffre de 270. L'effectif de l'école des filles a plus que triplé en l'espace de 4 ans. La plupart des parents ont voulu nous voir à l'œuvre avant de nous confier leurs enfants. Les élèves ont afflué dès que les progrès de nos fillettes ont été plus sensibles et les résultats plus appréciables. Lors de notre arrivée à Ispahan, 170 fillettes fréquentaient les institutions congréganistes. 170, c'est un chiffre. Et une trentaine environ se livraient à la mendicité dans le quartier musulman où elles étaient exposées à toutes sortes de dangers. À présent, les écoles protestantes sont littéralement dépeuplées. On ne rencontre plus dans les rues de filles oisives en quête d'un morceau de pain, sauf 4 ou 5 qui sont des mendiantes invétérées. Toutes les autres fréquentent régulièrement nos écoles et plusieurs d'entre elles sont parmi les meilleures de nos apprentis. En général, les élèves sont très assidues et très actives. Elles sont raisonnables, sérieuses, trop sérieuses même pour leur âge. Elles n'ont pas cette gaieté, cet enjouement, cette vivacité qui font le charme du jeune âge. C'est intéressant ce qu'elle écrit là. Les récréations qui font ordinairement le bonheur des écolières les laissent complètement indifférentes. Elles ont pris goût aux travaux scolaires et aussitôt que la cloche de la récréation sonne, au lieu de prendre leurs ébats dans la cour, elles se mettent à repasser leurs leçons ou à tricoter comme des vieilles femmes. Certes, c'est un zèle louable dont il faut leur savoir gré, mais il y a un temps pour tout. Elles ont autant besoin de prendre de l'exercice que de travailler. Vous vous rendez compte, on est arrivé de gens complètement apathiques, elles ne lâchent pas l'ouvrage. C'est un sacré résultat. Habituées à être tous les jours accroupies dans un coin de leur chambre, sans air ni lumière, trop tôt vieillies par les privations et les souffrances, la plupart des filles sont maigres, chétives et pâles. Elles ont une démarche lente et lourde et sont incapables de courir 2 minutes sans perdre haleine. C'est une terrible description, c'est affreux. Aussi, mon premier soin était de secouer cette apathie, de leur enseigner quelques jeux entraînants et de les obliger à jouer, courir et s'amuser comme il convient à leur âge. Il importe de ne pas perdre de vue que l'éducation physique doit marcher de front avec l'éducation morale. Aussi avons-nous mis à profit les heures de récréation pour développer les muscles de ces enfants et leur donner la vigueur et la souplesse nécessaires. Elle a vraiment repêché des enfants de très très loin. Et c'est très moderne comme vision de joindre le sport avec l'enseignement. Toutes, grandes et petites, sont très attachées à l'école. Elles manquent rarement la classe, à moins qu'elles ne soient sérieusement malades. Parfois, une mère veut forcer, ça c'est rigolo, écoutez, une mère veut forcer sa fille à rester à la maison pour vaquer aux soins du ménage ou pour lui confier la garde des autres enfants. Ce sont alors des scènes originales. La mère commence par employer la douceur, les bonnes paroles, la fillette ne se laisse pas persuader, alors la mère use de son autorité, se livre à des voies de fait, la fillette reçoit des coups, s'apprête quand même à partir. Alors la mère ferme à clé la porte qui donne sur la rue en lançant un geste de défi à la gamine. La fille fait semblant de se résigner, mais aussitôt que la mère a le dos tourné, elle se sauve par la terrasse et grâce au mode de construction usité en Perse qui permet de communiquer avec les maisons avoisinantes, en sautant de terrasse en terrasse, la voilà qui arrive tout essoufflée, tout en larmes, en me faisant le récit de son évasion. C'est dire qu'elle voulait vraiment aller à l'école. Je pourrais vous citer plusieurs faits analogues pour vous montrer combien nos jeunes filles nous sont attachées
et à quelles ruses elles ont parfois recours pour ne pas perdre une leçon. Là, c'est plus grave, écoutez. Leurs facultés intellectuelles ne sont pas bien développées. Elles assimilent difficilement, péniblement, même l'instruction qui leur est donnée. Par contre, les petites filles sont vives et douées d'une certaine intelligence naturelle. En général, tous les petits enfants sont dégourdis et intelligents. Mais en avançant en âge, ils subissent un arrêt du développement intellectuel. Avec le temps, leur esprit s'engourdit, toutes leurs facultés sont comme atrophiées. Le milieu dans lequel ils vivent est la cause de cette anomalie psychologique, si je peux m'exprimer ainsi. Leurs aînés ont déjà subi l'empreinte du milieu ambiant, empreinte qu'il est fort malaisé de faire disparaître complètement. Est-ce pour cela qu'il n'y a rien à faire et qu'il faille les négliger pour nous consacrer spécialement aux petites? Assurément non. Nous n'avons pas le droit de sacrifier ces braves filles. Tout au contraire, notre devoir est de les encourager. Autrefois, toutes ces jeunes filles étaient d'une saleté repoussante. Elles ne se coiffaient presque jamais, se lavaient rarement et ne souciaient guère de la propreté de leurs vêtements qu'elles portaient nuit et jour sans les laver. À présent, elles font leur toilette tous les matins, peignent soigneusement leurs cheveux et ne se présentent jamais en classe avec une robe sale ou déchirée. Dans les commencements, elles se teignaient les mains et les pieds avec du henné, se peignaient les sourcils et entouraient les yeux d'un cercle noir pour les faire ressortir davantage. Comme parure, elles portaient de lourdes et massives pendeloques en cuivre ou en argent qui déformaient leurs oreilles, des colliers, des bracelets en grosses fausses perles multicolores et un fatras d'amulettes qui devaient les préserver du mauvais œil. À présent, plus de maquillage, plus de faux bijoux, plus d'amulettes. La moralité des élèves laissait beaucoup à désirer. Toutes mentaient effrontément. Aucun scrupule de voler et les objets disparaissaient en classe. En outre, elles étaient très mal élevées, peu charitables et peu compatissantes. Nous n'avons rien négligé pour déraciner leurs mauvais penchants, leur faire contracter de bonnes habitudes et les amener insensiblement à la juste notion de leurs devoirs et de leurs obligations. Faire naître en elles le sentiment d'amour-propre et de dignité personnelle, tel a été notre projet. Les résultats obtenus dans l'enseignement ne sont pas moins sérieux. De la plus profonde ignorance, bien que la plupart eussent fréquenté les écoles congréganistes, car les missionnaires se souciaient fort peu de l'instruction de leurs pupilles, celles-ci passaient toutes les journées dans la cour de récréation sous la surveillance d'une femme du pays convertie au protestantisme qui leur faisait réciter le credo de temps à autre. Elle n'était guère plus avancée dans les travaux manuels. Partout ailleurs qu'en Perse, les mères de famille sans avoir sur les bancs de l'école savent coudre, raccommoder, couper et apprennent de bonne heure à leurs filles à se servir de leurs 10 doigts. Tel n'est pas le cas ici, où les femmes israélites n'ont jamais pris une aiguille. À présent, nos fillettes possèdent un petit bagage de connaissances, pas bien lourd, il est vrai, mais suffisant tout de même pour ce pays où l'ignorance est la règle générale. Elles s'expriment facilement en français, lisent couramment l'hébreu, rédigent en judéo-persan, causent assez correctement la langue du pays, tricotent, brodent, cousent et coupent d'une façon satisfaisante. Les élèves suivent maintenant en majorité les cours jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Voici, monsieur le directeur, le bilan de l'action de l'Alliance auprès d'une communauté juive qui n'avait jusqu'à notre arrivée connu aucun contact avec le monde extérieur. Ça, c'est le bilan de Claire Confino. On va arriver à la fin de notre histoire. Juste avant de parler, oui, je vous ai raconté ça. Claire et Albert sont nommés, donc après leur mutation, ils sont nommés directeurs de l'Alliance israélite à Galata, qui est un quartier d'Istanbul. De retour en Turquie, ils retrouvent évidemment la famille. Claire a 25 ans,
Albert a un peu moins de 40 ans. Après Constantinople, ils seront nommés à Alger pour promouvoir l'Alliance israélite sur le modèle de Mikvé Israël. Je vous rappelle qu'en Algérie, l'Algérie est française et donc l'école est obligatoire pour tout le monde. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir des écoles primaires ou même un collège. Par contre, on va ouvrir des écoles professionnelles, l'Alliance, et ils vont être donc chargés de développer le réseau d'écoles en Algérie, d'écoles professionnelles sur le modèle de Mikvé Israël, et ainsi donner une profession aux Juifs. Claire décède en 1939 de mélancolie lorsque ses deux fils et son gendre partent à la guerre. Donc c'est terrible, ses deux enfants et son gendre, et elle ne s'est jamais remise évidemment de la mort de ses deux enfants à Ispahan. Quant à Albert, c'est pour terminer leur histoire, je ne vais pas compter tous les détails. Albert a travaillé jusqu'à l'âge de 90 ans, passionné par sa profession d'enseignant, de directeur. Il décède en 1958 à Alger, à l'âge de 95 ans. Il avait rejoint René Cassin dans le gouvernement de la France libre, au sein de la délégation algérienne. Claire et Albert Confino ont eu 3 enfants après les 2 enfants qui sont décédés, donc les 2 fils qui sont partis à la guerre, et une fille qui est la maman de Marie Choukroun. Voilà. Alors, nous devons ce récit à Maryse, et je voulais en notre nom à tous la remercier, parce que c'est une histoire extraordinaire. Maintenant, pourquoi je voulais raconter vraiment en détail, c'est encore une fois pour ces 3 points. Le projet de l'Alliance israélite est extraordinaire. Il a vraiment tiré les Juifs d'une situation dramatique et souvent de conversion forcée dans les pays musulmans. Le travail de ces directeurs, alors évidemment Albert et Claire Confino sont des gens exceptionnels, mais ne vous trompez pas, beaucoup de ces promoteurs, ces pionniers de l'enseignement ont eu des vies extrêmement difficiles et ont été dans des territoires qui étaient très, très difficiles à conquérir, tant auprès des parents juifs que contre les musulmans de l'entourage. Et donc, je voulais vraiment leur rendre hommage, et particulièrement à Claire Confino, parce que, parallèlement à ce que je vous ai raconté, son mari a eu exactement les mêmes difficultés. Je ne vous en ai pas parlé. Vous pouvez l'imaginer, mais j'ai mis l'accent sur Claire parce que c'est une femme extrêmement moderne, tout en restant attachée d'anciennes traditions, mais elle a une vision de la pédagogie, de l'enseignement très tournée vers l'avenir. C'est une femme extrêmement courageuse qui développe ses idées et qui les maintient et qui les défend. La troisième chose que je voulais mentionner, mais je vous l'ai déjà mentionné tout à l'heure, c'est entre ces professeurs, ces enseignants qui ont eu tant de difficultés et le comité central qui avait tant de bonne volonté, il y a une incohérence, une incompréhension, un déphasage total entre Paris et les différents endroits où se tiennent ces écoles. Voilà. Maintenant, pour terminer, alors nous avons terminé cette histoire-là. La prochaine fois qu'on se verra, on a terminé l'histoire générale des Juifs dans les pays arabes, on a terminé l'histoire générale de l'Alliance israélite, on reviendra sur les points de détail. Maintenant, on va commencer l'histoire pays par pays. Et je vais d'abord commencer par les pays qui n'étaient pas dans l'ensemble de l'Empire ottoman. Donc, au prochain cours, on va commencer l'histoire des Juifs du Yémen. Une histoire très intéressante, enfin, en tout cas pour moi, et je vais vous raconter ça. Mais avant de terminer, ça fait quand même un bon moment maintenant, 3 cours, que je vous parle d'un couple. Et je voudrais les matérialiser. Parce que pour le moment, ils n'ont pas de visage. Alors, on va leur donner un visage pour terminer, si vous voulez bien. Voilà. Quand même un personnage important, puisque voilà un ouvrage qui ne traite que de l'Alliance israélite universelle. Et vous avez ici, là, ce monsieur.
c'est Albert Confino. Donc, un monsieur très, très respectable. Vous voyez, col cassé, vous voyez la tenue. Nous sommes début du XXe siècle. Voilà, donc le grand-père de Maryse, Albert Confino. Une belle tête, noble. Et à tout seigneur, tout honneur, voilà la grand-mère de Maryse. J'espère que vous la voyez. Voilà. Voilà la grand-mère de Maryse, Claire Confino, née Toledo. Donc voilà, je vous ai raconté une histoire. Cette histoire a un visage et ben, j'espère que ça vous a plu. Il me reste à vous souhaiter Pessar Kasher Sameach et à la prochaine fois. Chag Sameach, Toda Rabba. Merci beaucoup, Georges, c'était passionnant. Et vous pouvez maintenant ouvrir vos micros, réagir, poser vos questions, vos témoignages, c'est le moment. Bonsoir. S'il vous plaît, l'enseignement professionnel dont vous avez parlé, que l'Alliance a développé, c'est l'ORT? Non. Ah non, ce n'est pas l'ORT, c'est l'Alliance. L'ORT, c'est un autre réseau. Ah oui, alors, c'est sous le nom de l'Alliance qu'il y avait un enseignement professionnel. Alors, en Algérie. Là, on parlait de la Perse. Effectivement, c'est l'Alliance qui a fait un enseignement professionnel. L'enseignement de l'ORT, c'est un autre réseau. Parfois, ça se recoupe d'ailleurs. On aura l'occasion d'en parler. Mais là, pour le moment, c'est l'Alliance israélite et en Algérie aussi. C'est l'Alliance qui a ouvert des écoles professionnelles. En Algérie et en Iran, c'est tout? Ou partout? Non. Alors, déjà en Israël, pour commencer. Ah oui, ça je savais, oui, bien sûr. Oui. Et dans d'autres pays. Oui. Oui, dans d'autres pays aussi. En réalité, l'école d'Ispahan n'est pas une école professionnelle au départ, si vous voulez. C'est une école primaire. Mais ce couple s'est rendu compte que l'urgence, c'était d'enseigner d'abord. Voilà. D'accord, d'accord. Non, je dis ça parce que j'étais de Tunisie, j'ai fait l'Alliance, je vous l'ai déjà dit, en Tunisie, et je sais que l'enseignement professionnel, ceux qui voulaient le faire allaient à l'ORT. Et j'avais ce binôme, Alliance et l'ORT pour les professionnels. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Mais en fait, l'enseignement classique en Perse n'avait pas de sens au départ, si vous voulez. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Mais non, c'est moi. Merci beaucoup. Merci, Georges. Shalom, Rav. Shalom, je suis Simcha. Je voulais savoir, mais est-ce que cette association israélite, elle continue à exister? Ah oui. Parce que je vous entends qu'elle fonctionnait au début du XXe siècle, mais maintenant, où est-ce qu'elle en est? L'Alliance existe toujours, mais elle est moins implantée évidemment dans les pays musulmans parce qu'il n'y a plus beaucoup de juifs. Par contre, elle a développé des écoles en France et surtout, elle a aujourd'hui 20 000 élèves. Elle a des écoles en Israël aussi et surtout, elle a une fabuleuse bibliothèque d'archives qui sert à tous les chercheurs juifs à retracer l'histoire des communautés juives des pays musulmans. Pas seulement d'ailleurs, aussi en Russie, aussi en Pologne. Quoi qu'elle n'ait pas ouvert d'école là-bas, mais elle s'est mêlée de politique dans ces pays pour aider les Juifs. Avec plaisir. D'autres questions, chers amis? Oui. Est-ce que vous savez combien de temps ensuite a duré l'école à Ispahan? Qu'est-ce qu'elle est devenue par la suite? Ah ben, elle a continué, puisqu'il dans les années 50, elle existait toujours. Tant qu'il y a eu le Shah, ça a pu perdurer. Je ne vais pas vous dire de bêtises à vérifier, mais je crois que tant que le Shah d'Iran était en place, les écoles ont pu durer. Après, ça a été terminé, ça c'est clair. Merci Après, beaucoup. Ça a été nationalisé. Oui, comme au Maroc aussi. Quelle était combien de juifs y avait-il là-bas? À Ispahan, il y avait 6 000 juifs. En 1901, quand sont arrivés le couple Confino, 6 000 personnes. Ok. Déjà une grosse communauté. Un petit détail à rajouter, ma mère travaillait comme secrétaire au département des écoles de l'Alliance et je me souviens que
Tu te mettras Dans une les clémentine. Oui, madame. dans les années 50, elle parlait essentiellement des écoles du Maroc et de Perse. Il y avait aussi, je crois, encore une école en Syrie ou au Liban, mais essentiellement, c'était des écoles Non. du Maroc et de Perse. Oui, oui, c'était absolument. Ça. Oui, oui, c'est juste, mais il y en a eu dans beaucoup d'autres pays. On verra ça en détail. Quand on travaillera pays par pays, évidemment, la grande densité d'écoles, c'était en Perse, c'est vrai, et surtout au Maroc. Surtout au Maroc. Mais il y en a eu en Tunisie, il y en a eu en Turquie aussi. Il n'y en a pas eu au Yémen, par contre. Moi, j'ai fait ma philo à l'école de Lévinas et les élèves qui étaient venus essentiellement pour être instituteurs dans les écoles venaient essentiellement à l'époque, à la fin des années 50, venaient essentiellement du Maroc et un peu aussi de Perse. Ah, ça, c'est intéressant. Oui. Merci, Moshe. Oui. Pas de quoi. D'autres questions? Rav, c'est pas. Pardon. Oui. Non. Madame Serap. Allez-y. Non, simplement, j'avais envoyé, mais je crois que j'envoie mal mes messages. C'est très drôle. Au lycée de la Croix-Alger, j'avais dans ma classe, une des filles qui s'appelait Claire Confineau. Et je vous entends depuis tout à l'heure et savoir qu'ils ont été après Alger, je suppose que c'est aussi une descendante. J'ai Probablement. 84 ans, mais je suppose que c'est aussi une descendante de la Claire Confineau dont vous nous avez parlé. La famille Confineau était une très grande famille qui a essaimé dans tous les Balkans, en Grèce et évidemment en Algérie. Mais alors, je ne sais pas qui est cette Claire Confineau et peut-être que Maryse pourra nous le dire. C'est possible, mais c'est drôle parce que bon, c'était une camarade de classe. C'est très bizarre. Ah, ça, c'est sympathique. Merci. Avec plaisir. Ben, merci, il était à Maryse Choukroun. C'est grâce à elle que j'ai pu vous raconter toute cette histoire. Et c'est un très, très beau travail. Et en notre nom à tous, je veux la remercier. Oui, effectivement. Et ce que je peux rajouter, c'est qu'en 1972, j'ai été en Iran et nous avons été accueillis avec un petit groupe, nous étions 4, par les écoles de l'Alliance et notamment à Ispahan. Et donc, l'école a fonctionné jusqu'après le Shah, quand elle a été nationalisée après. Merci Nadine. Un bon commentaire. Oui, je sais que tu as été 2 fois là-bas. Non, une fois. Une fois, pardon. Francis 2 fois. Ouais. D'autres questions? Oui, c'est pas vraiment une question. Je voulais vous remercier parce que j'avais une idée vraiment un peu rigide, je dois dire, sur la politique de l'Alliance. Et j'ai vu le résultat sur ma mère donc, et sur moi. Donc. Mais là, vous m'avez vraiment touchée et puis je vous remercie pour votre sensibilité, votre finesse dans le récit et merci. Merci à vous. Compliment exagéré. Non, pas du tout. Merci beaucoup. Merci encore à Maryse. Moi, je voulais poser encore une question, s'il te plaît. Allez-y. Est-ce qu'il y avait une école, est-ce qu'il y avait une école de l'Alliance à Téhéran? Allô? Oui. Est-ce qu'il y avait l'Alliance à Téhéran? Est-ce qu'il y avait une école à Téhéran? Est-ce qu'il y avait l'école de l'Alliance à Téhéran? Oui. Oui. Jusqu'à quelle date? Jusqu'à quelle date? Elles se sont fermées avec la chute du Shah. Alors, ma sœur
sœur qui était 3 ans à Téhéran, elle a dû connaître alors. Elle travaillait comme prof au lycée international, mais je sais pas, elle m'a jamais parlé d'une école de l'Alliance à Téhéran. Vous savez, il y a des juifs qui habitaient Je pose la question. Il y a des juifs qui habitaient dans les pays musulmans qui n'allaient pas à l'école de l'Alliance. Nous avons parmi nous ce soir quelqu'un qui m'a raconté qu'en Égypte, elle n'a jamais fréquenté l'école de l'Alliance. Ouais. Parce que dans les milieux peut-être, alors dans les grandes villes et on ne parle pas de la Perse, là, on ne parle pas d'Ispahan, dans des villes comme Alexandrie ou au Caire, pour les familles plus aisées, on allait dans une école française, on allait dans une école anglaise. J'allais même chez les sœurs. Ils n'allaient pas à l'école de l'Alliance. Tout le monde n'y allait pas. Donc, il est fort possible que votre sœur allait enseigner sans avoir eu l'occasion de rencontrer ou de savoir. Moi, excusez-moi, je peux parler. Ah, avec plaisir. Et, vous avez déjà beaucoup éclairé la dernière fois, Madame Dardashti. C'était très intéressant. Et moi, je dois dire que je vous remercie énormément pour ces témoignages. Bon, j'ai été l'élève à l'école Alliance française à Téhéran pendant 12 ans. Toute mon scolarité, c'était une école de filles et garçons qui étaient collés. Et il y avait environ 1000 élèves. Une grande partie, ils mangeaient aussi à midi. Il y avait une alimentation extrêmement riche avec les médecins qui venaient. Bon, il y en avait beaucoup des donateurs. Et le degré de l'éducation qu'il y avait là-bas, je vais vous dire, ils ont sorti énormément de médecins, des ingénieurs, des gens qu'on connaît maintenant. Vous pouvez demander tous ceux qui sont maintenant aux États-Unis, en Israël ou en Europe, ils sont tous sortis de l'école Alliance de Téhéran qui s'appelle Etihad. Et nous, on doit énormément à ça. Moi, je vous remercie énormément d'avoir le témoignage de tous ces personnages qu'ils ont dévoués. Et bon, dans notre école, il y avait beaucoup de jeunes filles qui les envoyaient avec l'argent de l'Alliance à Paris. Elles retournaient en tant que professeur. C'est ça. Et il y a une de mes professeurs qui est allée à New York à Université Yeshiva, une université que je cherchais maintenant ses livres. Elle a écrit énormément de livres. Elle a quand même une personnalité à Los Angeles. Et je dois dire, nous, on doit tout à l'école Alliance. Merci pour votre témoignage, Mme Dardashti. Mais ça, on l'avait déjà bien compris la dernière fois que vous nous disiez que toute votre famille, une grande partie de votre famille s'était convertie pour échapper à la misère. C'est-à-dire la famille de mon mari. La famille de mon mari, enfin, l'arrière-grand-père qui venait d'Isfahan. Et c'est ça, ils n'habitaient pas à Isfahan, c'était dans des villages. Il y a énormément de Juifs qui n'habitaient pas au centre exactement. Et il y avait énormément de conversions forcées. Et son arrière-grand-père, il a dû fuir Isfahan pour venir à Téhéran. Et à Téhéran, alors il a donné la lignée des Dardashti juifs, mais pas les autres. Les autres, ils sont tous... Les autres ont été perdus, oui, oui. Absolument. Merci pour votre témoignage, ça c'est vraiment passionnant parce que c'est du vécu. Dernière remarque, chers amis? Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Merci à vous. Je vous souhaite à